Non, mais si t'as pas d'associé, c'est mort, quoi. Tu vas pas réussir dans l'entrepreneuriat. T'es un salarié modèle, tu peux pas réussir dans l'entrepreneuriat. Tu dois avoir un associé pour réussir. J'ai dit, fuck, moi je fais mon truc toute seule, je me lance. Celui qui va pas utiliser cette IA pour scaler son propre contenu, pour un peu s'augmenter, il va être complètement bouffé. Là, c'est que le tout début. Et là, c'est vraiment désolant pour l'humanité. Quand t'écris ton truc toi-même et tout, tu penses que ça marche moins bien que mes trucs d'agent IA. On peut scaler tout seul, presque aussi fort qu'une start-up, mais sans lever de fonds, en restant souverain. Le digital nomade qui bosse 2 heures par jour, les pieds dans l'eau à Bali, c'est la plus grosse arnaque d'Instagram. Vrai. Entre nous, LinkedIn, c'est devenu le nouveau Tinder pour les pros. Beaucoup de frimes, peu de vrai business. Beaucoup de matchs, je dirais, donc oui, mais ça te permet de matcher avec tes clients. Tu gagnes mieux ta vie aujourd'hui toute seule avec ton micro que quand tu étais directrice dans des grands groupes. Oui, vrai. La vérité, c'est que le solopreneur, c'est juste un chômeur qui s'ignore et qui n'a pas réussi à se faire embaucher. Faux. Tu as déjà pleuré de solitude devant ton ordi un mardi matin parce que tu n'avais pas de collègues à la machine à café. Archi faux. Si demain, l'IA fait tout mieux que nous, 90% des freelances sont morts d'ici 2 ans. Faux. Pour réussir en solopreneur, il vaut mieux être une belle gueule qui passe bien en vidéo qu'un génie technique moche. Vrai faux. Tu as déjà refusé un sponsor pour ton podcast parce que le produit était nul, même s'il y avait un gros chèque. Non. Genre tes mous, ils viennent te voir En fait, ça m'est pas arrivé, quoi. Personne vient te voir avec un gros chèque si tu vas pas les chercher. Tu vois, c'est ça le mythe aussi, donc voilà. Les femmes entrepreneurs s'entraident vraiment ou c'est autant la guerre entre elles qu'entre les mecs? On s'entraide autant. Si on te propose un CDI payé 100 000 € par mois, mais tu dois pointer au bureau tous les jours à 9h, tu signes? Faux. Non, je peux plus jamais revenir dans un bureau full-time. Il est ultra taquin, il a changé la somme au dernier moment. Flavie Prévost, bonjour, bienvenue dans ce podcast des Darons du Biz. On est très heureux de pouvoir te recevoir aujourd'hui pour un épisode exceptionnel sur le soloprenariat, le freelancing, la créateur économie, les agents IA. Regardez cet épisode jusqu'au bout puisque vous allez pouvoir avoir une entreprise à 7 chiffres en étant tout seul. C'est la promesse de ce podcast parce que nous avons la personne pour en parler qui est venue depuis Paris. Enfin là, Paris. Nantes plutôt. Ouais. Nantes, deuxième centre du monde pour nous rejoindre. Ça dépend pour qui. Oui, c'est ça. J'ai des anecdotes sur Nantes si on veut les raconter, mais je suis pas sûr que... Du coup, Flavie, si on t'a invité ici, c'est parce que tu as beaucoup de choses à dire sur le soloprenariat, de par ta carrière qui est quand même très intéressante. Tu avais un énorme poste dans un grand groupe, tu gagnais beaucoup d'argent et un jour tu t'es dit « je m'en vais ». Au revoir, président. Et tu as lancé un média autour de ça qui est très intéressant. Est-ce que le salariat est mort bientôt, définitivement, ou est-ce qu'il n'y a pas une arnaque aussi dans le freelancing? Parce qu'il y a ce côté deviens freelance, deviens solopreneur, mais en fait, tu es quand même à moitié un chômeur en galère chez toi. Et bon, si les aides sociales sont pas trop loin, c'est pas non plus. C'est quand même le bienvenu. C'est bien. Ouais, c'est clair. Là, il y a des arnaques des deux côtés. C'est comme de dire le salariat, c'est bien. Si tu es un manager toxique, que tu es ultra mal payé et que tu fais rien pour bouger de ta condition, c'est pourri. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Moi, quand je suis partie, je suis d'abord devenue freelance pour faire vite du chiffre d'affaires et je me suis rendu compte que ça ne me plaisait absolument pas. Parce que je gagnais 100 000 balles en chiffre d'affaires, 110 000 € hors taxe. Mais je bossais tout le temps, j'avais l'impression d'être au service de mes clients, mais c'était trop, quoi, et d'être précaire. Et là, je me suis dit, si c'est pour être un salarié déguisé plus, à quoi ça sert? C'est pas de l'entrepreneuriat. Et c'est là que j'ai cherché des façons de gagner plus, parce qu'en gros, je devais faire à peu près 300 000, 350 000 de chiffre d'affaires pour rattraper mon salaire à 6 chiffres d'avant. Donc, j'avais fait mes petits calculs. Je voyais bien que le compte n'y était pas en freelance. Et là, j'ai découvert le soloprenariat. J'ai geeké un peu sur ce sujet, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est un solopreneur pour moi? C'est le freelance qui sort de la vente du temps, qui comprend qu'il faut qu'il arrête de vendre sa journée, parce que vendre sa journée, c'est un truc de salarié, en fait. C'est mettre son temps à disposition d'un employeur et qui va créer un effet de levier, le fameux effet de levier entrepreneurial. Alors, l'entrepreneur classique crée un effet de levier avec des salariés, avec du financement, un peu la start-up. Mais on peut créer de l'effet de levier avec du code ou du média, comme le disait Naval Ravikant, qui est un des philosophes de ce mouvement solopreneur. Ou on peut créer de l'effet de levier en créant un produit, par exemple un programme en ligne, parce que du coup, on va créer une méthode signature, on va faire rentrer les gens dans le programme, une formation, une communauté, et voilà. À partir de ce moment-là, je suis passée de 120 000 € à 350 000 € de chiffre d'affaires en un an,
quand j'ai activé l'effet de levier. Et à partir de là, je me suis dit, OK, c'est ma voie. Donc, On peut dire pour quelle boîte tu as travaillé avant de oui, partir? bien sûr. Alors moi, j'ai vraiment, en plus, j'étais vraiment la salariée modèle. Enfin, c'est vraiment, quand tu y réfléchis, au début, j'ai travaillé dans le service public. J'ai travaillé dans les musées, au musée du Louvre. Mais on n'était pas loin alors, parce que moi j'habitais rue de Rivoli. Ah ben voilà, très bien, au musée du Louvre, au musée de l'air et de l'espace. Après, j'ai travaillé à la Poste. Ah, c'est bien, c'est la Poste. Donc ça, c'est quand même... quand tu vois ce que je fais aujourd'hui, tu te dis, mais c'est pas possible. Non mais vraiment, quelle élasticité cérébrale. Mais ça a été extrêmement formateur, parce que là, j'ai fait mes armes de manager. Là, j'ai managé sans carotte ni bâton, je pouvais pas virer les gens, j'ai tout appris. J'avais 25 ans, je manageais d'abord 40 personnes, ensuite 250 personnes, enfin sur ma région. 250 éléphistes. Ouais. Ah bah là, je suis plus qu'élépiste, je ne sais pas, mais enfin, c'était très, très dur. Ouais. Par exemple, tu vois, les petites anecdotes, il y a un jour, j'aide une personne à avoir une promotion et elle passe la tête dans mon bureau et me dit « Bonsoir, au fait, je ne devrais pas vous le dire, hein, mais merci de m'avoir aidé pour préparer mon entretien. Merci, au revoir. » Pourquoi je ne dois pas vous le dire? Je ne devrais pas vous le dire, mais... Et deuxième anecdote, parce qu'en fait, il y a un antagonisme entre patronat salarial dans ces entreprises qui est ultra fort. Et enfin, je me rappelle... Il faut y penser, hein, c'est OK. Ma prise de poste, il y avait un envahissement du bureau de poste par les postiers. Donc, tous les facteurs venaient, faisaient grève. Tout le monde avait des autocollants Sud PTT, je sais pas quoi. Moi, j'avais 25 ans et ils sont venus avec un porte-voix. Et donc, ils m'ont dit, vous, Madame Prévost, le patronat, Et moi, je me disais vraiment, c'est un sketch, en fait. Alors que t'es salarié, en plus. Bah oui, en plus, je suis salariée, voilà. Donc voilà, j'ai dû gérer tout ça, c'était assez... Est-ce qu'ils t'ont donné un sandwich merguez au moins? Oui. non, même pas ça. Petite merguez de chez Lidl, tout ça sans taper dedans, c'est quand même dommage. Mais bon, j'ai beaucoup de respect pour ce que j'ai appris comme compétence, parce que je trouve qu'une entreprise qui forme des jeunes à aller au charbon comme ça, parce qu'être manager, c'est très dur. J'ai eu beaucoup de formations, et c'est là que j'ai tout appris, je pense, sur... l'influence aussi, parce qu'en fait, être manager, c'est aider les gens à avancer sans l'usage de la force, puisque la force dans le management, ça ne sert à rien. Et du coup, ça, on va le retrouver plus tard dans mon parcours. Je pense que ça m'a aidé, parce que influenceur, ça vient d'où? Mais c'est bête, hein, mais tu peux pas forcer les gens à acheter des trucs chez toi, tu peux pas forcer les gens à écouter ton podcast. Donc voilà, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on a les mêmes compétences dans toute la vie, on va les exploiter différemment, mais j'avais déjà cette fibre, je pense, managériale, qui est aussi une fibre entrepreneuriale. Et après, heureusement, je suis quand même allée dans l'entreprise privée. Là, on m'a évidemment débauchée, parce que malheureusement, c'est souvent le cas, quand tu es bien formé par le public, etc., là, il y a un acteur privé qui vient te prendre et qui va dire « Ok, celle-là, elle est solide ». Donc là, j'ai été recrutée par Sixt pour être country manager sur les sales. Et donc, voilà, c'était génial. J'ai travaillé dans une boîte internationale, partout dans le monde. Là, j'ai vraiment fait x7 sur le chiffre d'affaires à cette époque. C'était aussi une époque de forte croissance, très belle mentalité et une mentalité d'entrepreneur. Parce que Sixt, c'est une boîte familiale. C'est monsieur et madame Sixt et leurs 2 fils qui tiennent la boutique. Et tous les ans, on allait dans des séminaires de ouf et ils payaient le voyage pour tous les managers du monde. Donc c'est quand même rare, des boîtes comme ça. Et c'était eux qui nous parlaient et ils disaient « faut être entrepreneur, on n'est pas là pour être des gestionnaires et tout ». Et tu vois, ça m'a picousé et j'avais envie d'entreprendre, mais j'avais pas d'idée. Et du coup, c'est comme ça que j'ai lancé mon podcast. Je me suis dit, je fais un truc au moins un peu entrepreneurial, le temps de trouver une idée. Tu as lancé ton podcast quand tu étais encore salarié? Exactement. Ok. Voilà, moi, j'ai pas du tout fait le grand saut. J'aurais été bien incapable, je pense, en termes de mentalité. J'ai été très en réussite dans ma carrière, très carriériste, ambitieuse. Donc moi, je montais les échelons. J'étais au Comex en plus, donc j'avais un très beau poste. J'avais beaucoup de liberté. Enfin, tout allait bien. C'est vrai que ça me démangeait, mais j'avais trop peur. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas d'idée de start-up. Parce qu'à l'époque, pour moi, il n'y avait que la start-up qui existait. Ah, c'est fou, ça. Alors que nous, moi, je n'aime pas ce que c'est qu'une start-up. Et dans mon monde, c'était ça. Donc, je suis quand même allée dans un incubateur de start-up avec un début d'idée. Parce qu'à un moment, je me suis dit, comme j'étais directrice commerciale, je me suis dit, on pourrait mettre des commerciaux fractionnalisés. Ça marcherait peut-être mieux que de les embaucher et qu'après, ils se reposent un petit peu sur leur laurier.
Donc, c'était un début de freelance commerciaux externalisés. Avec ce semblant d'idée, je vais dans un incubateur. Là, c'était quand même très bien parce qu'ils me forment à tout, nos codes, pages de vente, tous ces trucs-là dont j'ai eu besoin plus tard. Mais par contre, énorme douche froide, ils me disent « Non, mais si tu n'as pas d'associé, c'est mort, quoi. Tu ne vas pas réussir dans l'entrepreneuriat. » C'est terrible. Hein. Et je pense Mon qu'un Dieu. peu par revanche de tout ça, par revanche de... T'es un salarié modèle, tu peux pas réussir dans l'entrepreneuriat. Tu dois avoir un associé pour réussir. J'ai dit, fuck, moi je fais mon truc toute seule, je me lance. J'ai lancé mon podcast et après, grâce à mon podcast, j'ai trouvé une idée de produit. Et maintenant, je veux sans doute prouver à la face du monde que je peux gagner plus solo que dans un gros cadre, un poste de cadre dirigeant et qu'on n'a pas besoin d'associés, bien sûr, pour réussir dans le monde actuel. Mais tu sais, nous, donc on est infopreneurs, nous on se nomme infopreneurs. Et c'est vrai que le nouveau mot, c'est solopreneur. Oui. Et j'ai l'impression que le solo, c'est en fait, tu veux devenir entrepreneur, donc en gros, c'est toi, tu deviens freelance ou start-upper. Si t'es pas assez bon, tu fais freelance. Tu vois, si t'arrives pas à lever des fonds, je caricature à peine, tu deviens freelance. Donc en fait, tu vends ton compte de l'argent. Start-up, en fait, tu gagnes pas un rond et tu joues sur le fait qu'un jour, tu pourras vendre ta boîte. Tu vois, tellement d'appelés, très peu d'élus. C'est sûr. Et c'est vrai que nous, on est dans un monde totalement différent, les infopreneurs. D'ailleurs, c'est deux mondes qui s'affrontent un peu ou qui se rejettent. Tu vois. Oui. Ouais, l'infopreneur jouit d'une image médiocre. Sulfureuse. Sulfureuse et médiocre de manière générale. Ouais, mais c'est par exemple, tu vois, cette semaine qu'on fait là, moi j'ai emmené Carlos avec nous. Carlos Diaz, que je crois que vous allez avoir aussi dans votre podcast, parce que ça m'intéresse, moi, de croiser les mondes. Et je pense que quand tu croises les mondes, tu finis moins bête qu'avant et tu t'appropries des codes. Et moi, typiquement, pourquoi mon produit marche extrêmement bien, c'est parce que j'ai pris les codes de la start-up et je les ai appliqués au freelance. Et ça fait un beau match parce que le freelance, c'est un début d'entrepreneuriat, mais il peut aller plus loin. Il peut donc, moi je dis, en gros, on peut scaler tout seul, presque aussi fort qu'une start-up, mais sans lever de fonds, en restant souverain. Et je n'aurais jamais eu cette idée si j'avais pas été en corporate. Je n'aurais jamais eu cette idée si j'étais pas allée en incubateur de start-up. Et c'est pour ça que mon produit il s'appelle l'incubateur solopreneur. Je reprends ses codes. Donc je pense que c'est fertile de croiser les idées. Et Carlos, il a un modèle média, mais c'est intéressant pour lui de sortir aussi d'un monde de start-upers pour voir des gens qui gagnent des millions avec des choses parfois plus simples. Et on a tendance un peu à voir ça de haut. Mais en fait, la simplicité, moi, j'ai dû apprendre aussi cette simplicité en sortant du corporate, à faire des choses simples et qui marchent au lieu de faire des trucs compliqués qui ne marchent pas. Oui, c'est vrai. C'est un vrai sujet. Nous, c'est exactement ce qu'on fait. Hein. Oui. On fait ça depuis longtemps. Toi, ça fait 20 ans. Moi, ça fait 15. Oui. Aujourd'hui, on a vite capté qu'il fallait arrêter de jouer à l'entrepreneur. Et il fallait faire uniquement des actions qui te font gagner de l'argent, c'est tout. C'est marrant parce que nous, on a aussi nos propres angles morts et nos petits défauts. De considérer que les infopreneurs ont plus raison que les autres. Oui, aussi. Attends, j'ai pas fini ma phrase. Même si c'est évidemment vrai. Mais moi, je suis toujours très, très inspiré par cette nouvelle vague. Il y a plein de vagues. Mais quand même, de créateurs de contenu qui ont... une image de marque, toi, Flavie, c'est hyper pointu ce qu'elle fait. Je suis entièrement d'accord. L'image de marque, le wording, la façon d'être, la façon de s'organiser, aller te démerder, trouver des sponsors, attirer à toi des personnes de grande qualité, tu vois. Ce truc-là doit nous mettre en éveil. On ne peut pas rester, non, moi, il continue à manquer des formations. Nous, on l'a pas merde, tu vois. Et ça, non. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai commencé par le média et ça se voit dans mon modèle. Tu vois, en fait, ça reste ma figure de proue, c'est mon média. Donc, j'ai créé mon podcast Le Board quand j'étais salariée. Au début, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. C'était, je me rappelle, je voulais créer un podcast pour les dirigeants, parce que j'étais dirigeante. Et meilleure idée du monde. Mais tu as une idée, un semblant d'idée, lance-toi. Et après, je l'ai pivoté. J'ai changé de ligne éditoriale pour... tester mon idée de start-up. Donc, je me suis mise en freelance, externalisée, sales dans des boîtes pour voir si ça marchait. Là, j'ai vu que je faisais du chiffre d'affaires et que ça marchait. Sauf que là, je me suis dit, soit je lance cette agence de freelance commerciale et en fait, c'est un peu le même métier que j'avais avant. Ça va marcher, c'est sûr. Je vais faire tant de chiffre d'affaires. OK, je fais tant de marge. Mais je sais pas, j'avais un petit côté, OK, tout ça pour ça. Tu vois, j'ai quitté mon taf d'avant pour refaire le même en indépendant. C'était pas assez compliqué pour moi, c'était pas assez de challenge. Donc je me suis dit, je vais plutôt pousser mon podcast. Et là, je l'ai pivoté sur le freelancing. Je n'avais aucun produit, donc j'étais nulle au début. Je faisais tout à fond perdu. Et puis un jour, je reçois un message de quelqu'un qui me dit Flavie, ce que tu racontes sur la scalabilité et tout, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux m'envoyer le lien de ta formation ? Ça vous fera plaisir. Ah ouais. J'avais pas de formation. Et là, tilt.
Je comprends le business model de l'infoprenariat, en fait, et ça m'a lancé. C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a plein de personnes qui sont créateurs de contenu, qui ont des chaînes médias, etc., mais qui veulent rien avoir avec les infopreneurs, mais ce sont des infopreneurs par définition, parce qu'ils essayent de lancer des formations où ils commencent à en faire « Ouais, mais nous, c'est pas pareil, machin que ça ». Mais par définition, ils le sont, mais c'est pas grave, hein, ça se passe bien, on peut être infopreneur de plein de façons différentes. En fait, il y a une très mauvaise image de notre métier qui est basée sur peut-être des escrocs qu'il y a eu, tu vois. Et franchement, c'est un métier où c'est dur d'être un escroc et de durer quand même. Il y a un moment où tu te fais effacer. Alors, évidemment qu'il y a des mythos, des gens qui s'inventent une vie sur les réseaux. On en connaît évidemment parce qu'on est dans ce métier depuis longtemps. Mais c'est comme le film Gourou, que j'ai pas encore vu. Mais on a bien compris que le peuple s'imagine une histoire sur les coachs. Oui. Donc en fait, on en fait un film. Mais en fait, Gourou... Enfin, tu copies quel infopreneur en fait ? Moi, je suis très apaisée sur ça parce que moi, je suis à l'aise avec, par exemple, j'ai des partenaires qui me payent pour faire des pubs dans mon podcast. Je suis super à l'aise avec ça. Je le partage avec mon audience et je leur explique les coulisses. Parce que moi aussi, je veux que les podcasteurs, ils arrêtent d'être en dèche, en fait, et qu'ils aient leurs propres partenaires. Et c'est normal, en fait. Je leur explique mon modèle économique en toute transparence. C'est pour ça que moi, je partage mes chiffres. Et je leur dis, tu vois, Solo Nation, mon émission, l'année dernière, ça m'a coûté 60 000 balles à produire. Donc oui, c'est mon canal d'acquisition. Je pourrais juste investir. Mais moi, je préfère, tant qu'à faire, aussi être payé par des sponsors pour n'avoir zéro coût d'acquisition sur mes clients. Donc, je suis très à l'aise. Et pareil sur l'apprentissage et tout ça. Je pense que c'est une mentalité de salarié. C'est qu'en fait, quand tu es salarié, tu te plains toujours que tu n'as jamais assez de formation. Alors que tu pourrais t'en acheter, mais on n'a pas cette mentalité en France. Et d'autre part, quand on te forme, tu n'es jamais content parce que ce n'est pas la formation que tu voulais. Donc, faut être heureux que l'infoprenariat se développe parce que du coup, chouette, tu as plus de choix. Achète la formation dont tu as besoin. Moi, j'ai payé mon incubateur de ma poche quand j'étais salariée. Et je suis très contente de l'avoir payé. Sans ça, ça m'aurait peut-être pris 5 ans alors que là, ça m'a pris 5 mois. Oui. Mais je pense qu'en plus, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait cette appropriation du grand public maintenant de ce secteur-là, avec notamment le film qu'on n'a pas encore vu, parce qu'à Maurice, il ne passera pas avec Pierre Ninet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un phénomène de société. Tout le monde sait que les coachs existent, tout le monde sait que les vendeurs de formation existent, tout le monde sait que les influenceurs existent. Mais je pense qu'il faut maintenant que l'image évolue dans les grands médias, dans la discussion, parce que quand on voit ça, moi je cite toujours le Figaro, regardez les commentaires du Figaro qui est censé être un journal de droite mais qui est plutôt un journal de gauche, ou en tout cas centre-gauche, et dès que ça parle influenceur, aux créateurs de contenu, vous regardez les commentaires et vous aurez une idée de comment pensent ces gens de nous. Tu sais, quand tu es salarié et que tu te mets à poster sur LinkedIn, non mais là, c'est vraiment les gens ils te disent mais pourquoi tu fais ça Même mon mec qui est supportif quand même de mon business, un jour il me dit un truc du style là arrête de faire ton influenceuse là parce que je sais pas, j'étais en train de tourner ou de me prendre en photo pour. Je l'ai regardé, je lui ai dit mais écoute bien, tu vas me faire un sandwich. Non mais tu crois que je vais les trouver comment mes clients en fait Quand t'es salarié, t'as pas besoin d'aller chercher tes fonds en fait. Donc voilà, après à partir de là, il faut vraiment assumer. Ouais. C'est vraiment ça une des bascules les plus fortes, je trouve, de salarié à entrepreneur, c'est tu n'es plus personne, tu deviens un nobody, tu n'es plus un poste dans un organigramme, tu n'as plus le branding de la marque, etc. Donc il faut recréer le tien. Et il faut être courageux pour ça, parce qu'au début, ça fait peur, t'as un peu honte. Mais au final, 2 ans plus tard, 1 an plus tard, tous mes anciens collègues venaient me demander des conseils, me demander de les aider pour se lancer à leur compte. Donc voilà, évidemment, je les ai aidés avec plaisir. Mais bien sûr. C'est toujours le même schéma. C'est au début, t'es pas très à l'aise. Quand on a lancé notre blog de parentalité avec Amélie il y a 12 ans, on ne l'avait même pas dit à notre famille. Ils s'étaient tombés dessus par hasard, tu vois. C'est-à-dire, en fait, ils vont nous saouler. Ils disent, mais pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça, et pourquoi machin, et pourquoi ceci. Et en fait, t'as pas envie de parler de ça. Et donc, en fait, tu traces ta route sans demander aux gens qui n'y connaissent rien. Et ça, c'est un problème souvent que vont faire les néo-entrepreneurs. C'est que le dimanche, à table, ils vont parler à toute la famille. Oui. Et vu que personne n'a entrepris autour de la table, mais t'as que des mauvais conseils. Exactement. Les conseils parlent plus de ceux qui les donnent que de celui à qui on les donne, quoi. Ouais, c'est ça.
Moi, je me souviens quand je me lançais à l'époque, en 2006, mes collègues d'école de com se foutaient de ma gueule. En fait, tout le monde s'est foutu de ma gueule tout le temps et on continue à se foutre de ma gueule aujourd'hui. C'est la Moi, base. c'est clair. S'il n'y a pas un mec qui s'est foutu de ta gueule en début de matinée, c'est que ça ne publie pas assez. On va rebondir sur la créateur économie, si tu veux bien, Flavie. On vit dans un monde où tout le monde veut être créateur de contenu, de plus en plus. Mais on va être cash. Est-ce qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde ou est-ce que c'est une bulle? Est-ce que c'est viable de baser tout son business sur sa tête et son personal branding? Alors moi, j'ai un avis assez catégorique là-dessus. Moi, je ne me considère pas comme créatrice. Je suis créatrice entrepreneur. Et bon courage pour ceux qui veulent vivre de la création de contenu. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un... Tu sais, dans les tier lists là, d'Américains, c'est vraiment eux, quoi. Enfin, vraiment, tu vas gagner 3 francs 6 sous. Les ads sur YouTube, faut vraiment être MrBeast ou Squeezie pour gagner un peu de thunes substantielles avec. Les podcasts, c'est la dèche. Donc, moi, je conseille plutôt à des personnes de créer des médias de niche, podcasts vidéo ou newsletters de niche, adressés à du B2B, souvent, pour asseoir leur autorité et du coup leur crédibilité et avoir comme ça un petit vivier de clients. Par exemple, 100 personnes sur une newsletter de niche sur, j'en sais rien moi, l'achat responsable pour les boîtes du CAC 40. Si tu es freelance, un peu expert ou que tu vends des formations dans ce domaine, c'est largement suffisant. Tu n'es pas obligé d'être influenceur. Donc tu vois, j'ai cette approche vraiment, comme on dit, je ne sais plus qui disait ça, Stephen Covey, je crois, start with the end in mind, c'est-à-dire tu réfléchis à comment tu vas monétiser plus tard ton média. Ça doit être un actif qui t'aide à créer soit des leads, soit à augmenter tes prix, soit générer directement de la monétisation. Donc pareil, si tu veux faire un podcast sponsorisé, va dans une niche où les sponsors ont de l'argent et où la durée de vie client, la LTV de tous les clients que tu vas leur faire gagner est suffisante pour que ça rentabilise le sponsor. Par exemple, moi, quand je suis sponsor par Conto, c'est sûr qu'un client qui va chez Conto par mois, je sais que ça va leur apporter au moins 3 000, 4 000, je ne sais pas combien ça rapporte en LTV une banque. C'est beaucoup. C'est pas un gobelet en plastique à 5 € sur Amazon. Ouais. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle façon de voir les choses. C'est que maintenant, en fait, toi, des gens comme toi, ou même comme Carlos qu'on a reçu dans la table des darons, peut-être que l'épisode est diffusé ou il est à venir. En fait, maintenant, vous avez un média, vous attirez du monde, et après, je vends du contenu pour le monétiser. Et nous, c'est l'inverse. Oui. En gros, nous, on a de l'accompagnement à vendre, et en fait, on va sur les réseaux pour justement capter une audience et vendre nos accompagnements. Eh ben, normalement, il y avait soit l'un, soit l'autre. C'était soit le créateur, le content creator, soit l'infopreneur. Et moi, je pense qu'on peut fusionner les deux. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire. J'appelle ça, c'est pas très élégant, mais manger à tous les râteliers. Mais je pense que chaque entrepreneur devrait avoir cette mentalité. Totalement. En fait, on a ce pool d'audience qu'on a essayé de faire grandir et on va aller chercher partout. Et c'est pour ça qu'on a ce podcast. On met beaucoup d'ads. On met entre 150 000 et 250 000 € par événement. Mais on a cette chaîne qu'on développe. Et tu vois, moi, il y a une logique. Je déteste le mot créer du contenu aussi. Il faut savoir que pour moi, c'est vraiment... alors encore un peu vulgaire, désolé, mais un peu comme pisser dans un violon. C'est-à-dire que tous les jours, je vois le temps que les gens perdent sur Instagram à faire des petits shorts, des petits machins qui vont alimenter l'algorithme. Tu es un peu l'esclave de l'algorithme et à la fin, il reste rien. Plus personne ne se rappelle de toi. Moi, j'ai une logique de construction d'actifs médiatiques. Donc, je me dis... Qu'est-ce que je peux construire qui va prendre de la valeur avec le temps? Donc pour ça, il faut un concept. Typiquement, vous avez un concept. Donc quand on découvre un épisode, on a envie de binger les autres. Moi, pareil avec Solo Nation. Ensuite, il faut une plateforme qui est intéressante algorithmiquement de diffusion. C'est pour ça que je suis passée du podcast audio only à YouTube, parce que clairement, j'ai vu la différence. J'ai fait peut-être 1 million de vues sur ma chaîne en 1 an, là où j'avais fait 1 million d'écoutes en 5 ans. Et oui. Tu vois, donc on voit la diff. Et puis, du coup, il faut le faire toutes les semaines, parce qu'avec les effets composés, au bout d'un moment, tu vas avoir un gain d'audience énorme. Et surtout, quand tu payes dans ton média, tu ne payes pas Meta pour des pubs. C'est-à-dire que tu payes une fois, mais tu vas être payé à chaque fois que quelqu'un réécoute ton épisode, alors que Meta, les pubs et tout ça, quand ta campagne de pub est terminée, ton argent a été dépensé ailleurs. Oui, tu vois, ça comme des actifs. Voilà, j'investis. Donc, ça me fait un peu moins mal, on va dire, d'investir 60 000 € dans un podcast que 60 000 € en pub, parce que pour moi, il y aura un dividende derrière. Oui, parce que là, les gens ne le savent peut-être pas, mais on a eu beaucoup de conversations en off sur les budgets que ça nous coûte de réaliser des productions. Merci pour l'invitation, d'ailleurs. Vous seriez étonnés du coup
de certaines productions. Est-ce que tu es transparent, tu peux communiquer un peu sur les coûts de production ou même sur une telle prod à Maurice fait oui, venir tout à une fait, équipe. tout à fait. Alors là, c'était intéressant parce que je me suis dit, on va créer un événement. Comme ça va me payer ma production d'épisodes. Donc, moi, j'ai produit 8 épisodes sur place. On est venu à 7 entrepreneurs de France, plus ici les entrepreneurs de Maurice. J'ai levé 30 000 € de sponsoring, mais je vais être dans le rouge là à la fin, parce que je sais que j'ai déjà dépensé 34 000 €. Ouais. Voilà, pour payer en gros le séjour pour à peu près 10 personnes, les épisodes, tout la prod, sachant que tout le monde a été ultra gentil ici, m'a fait des prix, etc. Donc on avait quand même un peu du sponsor, on allait dans des hôtels gratuits, l'équipe de prod a été ultra sympa, on a fait quand même du sponsor. Mais tu vois, je vais quand même perdre, entre guillemets, 4 000. Mais c'est quand même mieux de perdre 4 000 que de perdre 30 000. Que de perdre 34 000. Oui, voilà. En même temps, tu as payé 4 000 pour avoir quand même pas mal de contenu. Exactement. Donc, puis au final, on a fait des podcasts qu'on n'aurait pas pu faire. La table, tout ça. Donc, pour moi, là, c'est la partie investissement. Je suis en train de chercher. Je n'ai pas trouvé sur le classement sur les podcasts. Comment tu es classé en écoute ? Alors, les écoutes, il n'y a pas de classement. En fait, en audio, tu ne peux pas savoir. C'est pas comme sur YouTube. Elles ne sont pas publiques, elles ne sont pas disclosed. Mais elles sont. Pour toi, tu as tes stats. Alors, moi, j'ai mes stats. Donc, moi, je sais que j'ai fait 800 000 et quelques écoutes audio depuis son lancement. Ce qui n'est pas énorme, hein, en fait, pour un épisode par semaine et tout ça. Là, tu parles sur Apple, Spotify. Sur mon hébergeur, Ocha me donne ses stats. Sauf YouTube. Tu es classé dans la catégorie affaires ? Alors, je suis classée dans carrière, je crois. Carrière, ok. Peu importe. Mais en fait, je ne serai jamais dans le top podcast France, ça c'est sûr. Mais je sais que dans mon univers freelance, il y a 2 autres podcasts et que moi, je publie plus. Moi, je publie régulièrement depuis 5 ans. Donc, en fait, je les ai dépassés en termes d'audience. D'ailleurs, c'est une leçon aussi pour ceux qui ont peur. Ils disent, il y a trop de monde, il y a trop de machin. Moi, quand je me suis lancée, j'écoutais ces podcasts en me disant, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais un jour être comme eux. Et je les ai dépassés juste avec de la régularité et un concept un petit peu différent. Et tu es dans le top 200 ? Je sais pas. Alors, en fait, là, je regarde plus trop mes stats audio. Mais je sais que, voilà, moi, comment je me vends, c'est que je suis le numéro 1 sur la niche. Donc, je m'en fous même du top 200, du top 500. C'est juste que je sais qu'un freelance, il va forcément tomber sur moi. Et quand tu cherches freelance, solopreneur, dans Spotify, tu tombes que sur moi. C'est tous mes épisodes. Il y en a tellement que j'ai fait aussi un enfouissement de marché. Tu vois, j'ai publié. Et du coup, c'est difficile de passer à côté. Est-ce que tu sais si le choix de l'hébergeur joue Normalement, non. C'est normalement, non. C'est neutre. C'est neutre. Parce que nous, on est Daron Dubiz, on est sur Podcastix. Ok. On n'arrive jamais à entrer sur le top 200. Jamais. Non, mais moi, je crois que c'est impossible d'être sur le top 200. En fait, c'est des podcasts d'entertainment, c'est des émissions. Je parle sur la catégorie affaires. Même affaires. Et affaires, je pense que c'est vraiment bouché parce qu'il y a beaucoup de choses. Moi, j'avais pris carrière. Parce qu'en fait, beaucoup de gens vont se dire, OK, je suis salarié, j'ai envie de me lancer. Et je trouve que c'est plus proche. Alors que affaires, je serais complètement bouffée par l'entrepreneuriat en général. C'est vrai, mais moi j'avais eu mon podcast No Filter où je publie plus dans la catégorie affaires. Ok. Et je rentrais même dans le top 50. Ah ouais. Mais parce que je suis chez Ocha. D'accord. Et en fait, Daron Dubiz est chez Podcastix. Et je me demande si on ne devrait pas changer. Si vous avez la réponse, laissez-nous un commentaire en dessous de cette vidéo. Podcast audio, je veux juste faire un point, c'est pas complètement mort. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a moins d'écoutes, mais les écoutes sont extrêmement qualifiées. Et en fait, les Américains le disaient là, je crois que c'est Noah Kagan quand il faisait son book tour pour $1 Million Weekend. Il a dit, moi je vais sur tous vos podcasts les gars parce que vous avez des auditeurs smart et qui ont de la thune. Et c'est exactement ça. Moi j'étais CSP+, qu'est-ce que je faisais ? Je regardais pas des vidéos YouTube, j'écoutais des podcasts de management de Harvard Business Review. D'accord. Et comme c'est des gens qui veulent progresser, ils veulent acheter des formations. Donc voilà, donc moi c'est vraiment une mine d'or, mon podcast. Tous mes acheteurs, ils ont écouté plusieurs podcasts longs. Et quand je les vois en call, j'ai rien à faire. J'ai juste à dire on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ils connaissent déjà mon travail. Très intéressant. Ça nous amène à une autre question qui est celle du plafond de verre. Le solopreneur qui fait 1 million par an, est-ce que c'est un mythe ? Est-ce que c'est une réalité ? Le plafond tourne souvent autour des 100K, on va pas se mentir. C'est quoi le secret pour péter ce plafond sans embaucher une armée de salariés ? Ouais. Alors déjà, il y a le premier plafond du freelance, tu l'as dit. Ça peut être 70K, 80K, 100K. Pour les plus, on va dire pour un data scientist ou un dev, ça peut même être 200, 250K. Donc ça, pour le péter, il faut arrêter de faire du mono-client et de la vente de temps. Parce que souvent, le freelance, il doit lutter contre sa peur de l'insécurité financière.
Donc, par peur de manquer, il accepte un client le plus gros possible, qui lui achète toutes ses journées à 150 000 balles par an. Ça, c'est le classique des développeurs, par exemple, le freelance. Alors là, c'est un changement total de mentalité. Ça veut dire qu'il faut accepter de mettre en place un système scalable. Ouais. Bon, moi, pour simplifier, je dis qu'il faut 4 trucs. C'est les 4 piliers de la scalabilité, j'appelle. Donc, il faut une offre au lieu de vendre son temps. Donc, il faut que tu commences à avoir une offre au livrable ou un truc comme ça. Il faut un média pour te faire connaître. Il faut un produit ou un système productivisé pour délivrer plus vite, vendre automatiquement, etc. Il faut une communauté, c'est-à-dire utiliser tes clients comme apporteurs d'affaires, mettre en place des agents IA, commencer à déléguer des petites choses. Et quand tu es solopreneur, c'est ce pilier communauté et produit que tu peux vraiment développer encore plus. Et donc, moi, je bosse avec des freelances. J'ai une petite équipe de 5 freelances fidèles, on va dire que j'utilise tous les mois, qui ont une équipe entre eux qui s'autogèrent. Et j'ai créé des agents IA. Alors, pour amuser la galerie, je dis que j'en ai créé 51, ce qui est vrai, mais je n'utilise pas les 51. J'ai fait plein de cas d'usage différents et au final, je pense que j'utilise mon top 3 tout le temps. Mais en tout cas, je veux dire par là qu'il faut arrêter de penser humain d'abord, IA après. Il faut d'abord... Quand tu as besoin d'un truc, tu regardes si tu peux pas créer un agent IA ou une automatisation qui te le fait. Et après, le reliquat de travail ou le dernier kilomètre hyper pénible, où tu sais que tu perdras plus de temps à briefer une IA qu'un humain, là, tu prends un humain. Donc, tu vois, l'humain est devenu le finisseur de travail, alors qu'avant, c'était lui qui initiait le travail. Donc, voilà. Et au final, ça doit me coûter peut-être 150 000 euros par an, toutes mes équipes freelance, on va dire. Tu t'es posé la question de se dire est-ce que tu optimiserais pas ces coûts en vivant ailleurs, par exemple, ou en t'expatriant, ou tu es satisfaite déjà, tu peux avoir des freelances offshore. Oui. C'est tout à fait possible. Je pense d'ailleurs à Maurice, Madagascar ou des choses comme ça. J'avais déjà un peu testé. Moi, je suis dans une logique de tout tester parce que j'ai envie de raconter après à mon audience les choix dont ils disposent. Donc j'ai déjà mis ça en place un petit peu sur le podcast management typiquement parce que avant j'avais besoin de quelqu'un qui parlait à la perfection tout, qui maîtrisait tout. Là maintenant, vu que tout se fait via mes agents IA, donc là on teste en ce moment une freelance offshore qui fait que programmer les posts sur Metricool qui ont tous été pré-rédigés par l'IA. Et donc ça effectivement j'ai gagné. Qu'est-ce que font tes agents IA? Alors qu'est-ce qu'ils font? Alors déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné toute ma documentation à mes agents IA, tout mon contexte, mon ton, mon style. C'est un peu plus facile que via ChatGPT, tu sais, où ils n'ont pas le contexte, notamment tout mon Notion. Ils sont où tes agents IA? Tu utilises une plateforme spéciale? Moi, j'utilise Dust, qui est une boîte française en plus. Et en fait, dans Dust, tu peux choisir ton modèle. Gemini, Claude, ChatGPT. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'ils font de cool? Par exemple, moi, j'en ai un qui prend mes data Stripe. Et qui va me dire, comme j'ai un modèle de membership, qui va me dire, Flavie, ce trimestre-là, il y a un tel qui vont être en fin d'abonnement. Donc, comme ça m'aide à faire une logique d'anticipation pour pas qu'ils s'en aillent. En fait, tu peux les plugger sur des outils extérieurs. Voilà. Et ils te font une analyse. Et des recos. Automatique. Lui, il est plugué à Stripe, il m'attrape mes trucs. Enfin, Stripe, c'est dégueulasse en plus comme... Nous, on n'a pas Stripe à Maurice. Vous avez... Ah ouais, ok, d'accord. Nous, on a d'autres contraintes. Nous, c'est pire. D'accord. Bon, tu vois, si tu as un logiciel moche en reporting, tu prends le truc, tu le mets dans ton agent. Après, j'ai un autre agent que j'adore qui me fait... mes élèves, quand ils arrivent, ils répondent à un diagnostic scalabilité. Ça doit être au moins 40 questions. Et là, il me fait un dashboard de ma boule. Enfin, c'est plutôt de la data visualisation où il a des onglets, il peut cliquer, il a son plan de scalabilité pour l'année et tout. Ça, c'est pareil, ça fait un effet un peu waouh, alors que c'est pas grand-chose, quoi. Et puis, mes gros agents, c'est création de contenu. Donc... tout ce qui est YouTube, script, documentation, etc. Et ce que j'appelle ma content flywheel, donc j'ai une logique aussi d'économie de charge et tout ça. Mon transcript de podcast, YouTube ou audio, part dans un agent, dans plusieurs agents. Et là, ça va me faire des carousels, des légendes, des shorts, etc., etc. Comme ça, à la fin, ma podcast manager n'a plus que ça à poster, à copier-coller dans Canva. Et donc, je suis passée de... avant, c'était hyper galère de faire même un carrousel sur LinkedIn. Maintenant, je publie à peu près 100 contenus par épisode de podcast sur tous mes réseaux sociaux, avec juste
une personne qui me coûte, on va dire, moins de 1 000 € par mois. Est-ce que c'est du contenu qui marcherait aussi bien que si tu avais passé du temps à le faire, à la confectionner de manière plus artisanale et pensée? Et alors là, oui, carrément. Et même, j'ai fait le test. Et là, c'est vraiment désolant pour l'humanité. Parce qu'en fait, on est bien peu de choses. Quand tu écris ton truc toi-même et tout, tu penses que ça marche moins bien que mes trucs d'agent IA. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils ont mon ton. Donc, typiquement, il va même être un petit peu vulgaire. Enfin, je lui ai donné mes expressions. Et comme il fait des bien meilleurs hooks, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de très viral. Je suis quelqu'un d'un peu... J'ai gardé ce côté corporate, un peu le jargon expliqué. Donc moi, ça va être un peu long. Là, il me fait des hooks, les carousels. Des fois, je me dis... Oh, c'est un peu too much. Attends, ton IA te fait ton carrousel qu'après tu mets sur LinkedIn? Elle me fait juste les textes, tac, 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 tac. Et ma podcast manager a fait un copier-coller, elle met dans Canva. Pour le moment, je trouve que c'est encore plus efficace que la génération d'images. Mais tu vois, quand je vois certains hooks, je me dis, c'est abusé. Et en fait, c'est là que ça fait le plus de clics, le plus de leads et le plus de clients derrière. D'accord. Donc moi, ça m'aide à dépasser mon symptôme de bon élève, on va dire. Ouais, tu as attisé ma curiosité moi aussi, parce que j'ai comment dire en américain, strong belief que c'est moins bon de tout batcher sur l'IA et de créer à l'IA que de mettre ta main dessus. Mais attention, je suis prêt à avoir tort. Attention, le contenu maître, ce n'est pas l'IA, c'est ça, bien sûr. 1h30 de Solo Nation. On parle du report posing. Voilà, tu vois, l'épisode qu'on a fait ensemble sur les meilleures techniques pour vendre en tant que coach en ligne, quand je vais lui donner cette matière, mais elle pourrait me faire 100 carousels, en fait. Et ça sera vos mots, ça sera notre angle. Ouais. Donc, ça sera extrêmement bien parce que c'est notre production, c'est notre IP, notre propriété intellectuelle au départ. Donc, si mon podcast était pourri, ça ferait des carousels nazes. Mais je pense que cet investissement que je mets au départ me permet ensuite de moins m'investir sur chaque réseau social. Okay. C'est vrai que nous, on n'a pas creusé cette histoire d'agent IA. Parce que moi j'ai la croyance que c'est un peu bullshit, tu vois, que c'est un peu un truc à vendre plutôt que réellement un besoin. Mais je sais que tu n'es pas la seule dans ton petit groupe à être venue à l'utiliser. Donc je vais aller mettre le nez dedans. Je ne demande qu'à avoir tort. Parce que ça me rend généralement plus riche. C'est ça. Ouais. Si ça nous rend plus riche, moi je suis content d'avoir tort. Puis quand je dis agent, il y a des agents autonomes, des agents pas autonomes. On s'en fout en fait du mot agent. C'est juste... être prêt à remettre en question ces modes de production, en fait. Tu vois, je vois trop d'entrepreneurs bloqués, passer du temps et ne pas se remettre en question. Moi, c'est pour ça que j'adore qu'on se rencontre et tout. Parce que, pourquoi passer un jour sur un podcast si tu peux passer 1 heure, en fait? Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais, je suis désolé pour les humains, et je rebondis là-dessus, mais du coup, qu'est-ce qui nous reste par nous montrer notre tête, du coup? Typiquement, moi, j'avais un podcast où je faisais des interviews ou des épisodes solo. Grâce au temps que j'ai gagné et en me disant aussi justement, l'IA va arriver, qu'est-ce qu'il faut faire comme contenu? Moi, je suis allée dans l'entertainment. Donc, je fais ce talk show, Solo Nation. On est 4 autour de la table. Et ça, tu peux pas le remplacer par des avatars, en fait. Et le côté bande de copains, on se retrouve. Parfois, il y a des petits nouveaux. Parfois, on va sur l'île Maurice et tout. Les gens adorent. Et depuis que je l'ai lancé, ils me disent, je me sens moins seule. Je me mets Solo Nation pendant que je bosse sur mes trucs de freelance. Donc, tu as vraiment ce côté... remettre double down sur l'humain, l'authentique, par exemple les événements physiques ou des choses comme ça. Donc pour moi, c'est pas du tout antagoniste, mais c'est parce que je gagne du temps sur mes carousels, que j'ai pas le temps de faire, que je passe 2 jours à préparer un épisode de Solo Nation qui est bon. Est-ce que tu penses pas qu'on aura bientôt des podcasts d'IA? Si, je pense que ça existe déjà. Je crois qu'il y a une chaîne aux US, ils bombardent de podcasts IA. Ouais, il y a déjà un réseau social entre IA. Oui. Ça s'appelle déjà celui-là? Je sais pas. C'est le gros truc en ce moment là. Je viens d'apprendre ça avec vous. Exact, ouais. On a un début de fin du monde qui a démarré. Il y a un petit feu de paille là-bas. Non, regardez pas. Maltbook.ai. Non, mais bien sûr qu'il y aura. Mais moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'il restera des feux de camp avec des gens autour, des gens qui se racontent des histoires. Que justement, derrière tous les trucs d'IA, par exemple, les gens, ils sont tellement contents de nous voir dans la vraie vie, de nous voir de discuter avec nous. Moi, mon incubateur, c'est des experts qui font les lives le vendredi parce qu'ils sont meilleurs que moi sur créer une page de vente et tout ça. Mais ce qu'ils aiment bien, les gens, c'est que je suis là, je passe dans le truc, je passe une tête, c'est moi qui fais des blagues, je leur raconte un peu ma vie. Voilà, le côté coulisses fonctionne bien aussi. C'est très vrai, nous, quand on fait nos séminaires, c'est toujours c'est la fête de la kermesse, là. C'est la fête de l'école. C'est normal, c'est le contact humain. Mais par contre, moi, je pense que l'IA ne pourra jamais atteindre le niveau de l'humain. Pourquoi? Parce qu'on a des connaissances que tant qu'on les a pas mis dans la machine... Oui. Il faut les mettre d'abord dedans. Ouais. Tu vois, ils n'y seront jamais. Et pour moi, c'est exactement comme fin des années
au XVIIIe siècle, l'arrivée de la machine à vapeur. En fait, avant, tu n'avais que des gens qui tournaient des boulons, et après, c'est des gens qui contrôlent les machines qui tournent les boulons. Et je pense qu'on aura la même chose, et que quand on dit qu'on va se faire grand remplacer par l'IA, non, j'y crois pas. nos métiers vont sûrement, nos métiers à nous, là, parler sur un micro, je pense que ça va difficilement disparaître. Mais par contre, on va tous monter d'un niveau, tu vois, et il faudra surtout pas louper, en fait, le passage du montage de niveau. Oui. Et puis aussi, tu vois, par exemple, ça décale un peu le problème. Par exemple, avant, il n'y avait pas d'infos. Donc les infopreneurs vendaient l'info. Oui. Comment créer son site ou quoi. Oui. Aujourd'hui, l'info, elle est partout. Donc on vend quoi? On vend le passage à l'action. Oui. Tout à fait. Et moi, je le vois très bien. L'incubateur, au début, j'ai lancé ça un peu. Je savais pas trop ce que ça donnerait et tout. Et là, j'ai compris le job to be done. En fait, c'est que tous les vendredis à 14h, tu viens et ça te force à bosser sur ton biz. C'est juste ça. C'est comme une sorte de salle de sport. Tout à fait. Nous, dans le programme d'accompagnement, la part belle est faite au coaching. Coaching perso, coaching de groupe, coaching. Exactement. Et ça, tu peux pas. Tout le temps. C'est pas une IA qui va te dire. Alors oui, tu peux le faire, mais en fait, si t'es pas discipliné, tu vas pas allumer ton IA, tu vas pas écouter ton IA. Et puis même, ce qui est très intéressant de la noter encore, c'est que même quand l'IA a été fournie en data sur notre sujet d'expertise, on reste toujours bien meilleur parce qu'en fait, il y a le contexte, le marché, les biais psychologiques et des fois, tu dis à ChatGPT, vas-y, ferme la fenêtre parce que franchement. Si on prend l'exemple du business en ligne, on a beau même créer pour nos clients un chat GPT qui est paramétré avec notre contenu. Il y a un moment, il part en live et puis il raconte n'importe quoi. tu vois, il dit mais pourquoi? Mais vous aussi, vous partez en live souvent. Oui. En fait, il a bien copié votre style. Mais la ligne, c'est pas perdre de l'argent. Donc nous, dès qu'on sent que l'argent peut être perdu, on s'arrête. Et je vous propose d'ailleurs de monter d'un cran. Il ne faut pas louper ce fameux cran. Eh bien, parlons-en. La solo entreprise à 1 milliard. Sam Altman, le CEO de OpenAI, a dit que bientôt on verrait la première boîte à $1 milliard gérée par une seule personne entourée de l'IA. Est-ce que vous y croyez? Et si oui, est-ce qu'elle ressemblera à quoi cette personne? Un geek, un chef d'entreprise, un expert en médias, un infopreneur, un coach, un gourou? Les infopreneurs, ils ressemblent pas mal à ce modèle, en fait, depuis longtemps, parce que c'est une organisation la plus plate possible. Il n'y a pas de logique de plus j'ai de mecs dans mon équipe, plus j'ai de bureaux, plus je suis important, plus je peux faire une belle photo pour lever des fonds. Après, je pense que c'est plus un état d'esprit que genre vraiment une mono-personne. Parce que l'exemple de Sam Altman, c'est quand tu es Mira Murati, que tu dis que tu vas lancer ta boîte d'IA, forcément, tout le monde met 1 milliard sur la table pour te suivre. Donc, c'est presque ce que tu as fait avant aussi qui va donner confiance. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à genre, je suis solo. Par exemple, moi, je me qualifie de solopreneur, mais évidemment que je bosse avec des freelances, évidemment que ma communauté m'aide, j'ai des affiliés, etc. Moi, je ne glorifie pas la solitude. Ce que je glorifie, c'est la souveraineté. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un prenne 40% de mes parts pour après me ralentir dans mon travail, et si jamais on ne s'entend pas, etc. Et j'aime bien m'associer ponctuellement. Par exemple, j'ai une copine solopreneur, on organise des séjours surf solopreneur, taf, wax, relax, on se met à 2, on prend la moitié du chiffre d'affaires, point. Mais on n'a pas besoin de faire un pacte d'associés, quel temps perdu, tu vois. Excellent la punchline. Ça, c'est vrai, le truc de pacte d'associés, c'est rigolo. Mais là, je vois ça beaucoup. Oui, alors donc le freelance, il va scaler en agence. Donc il va se trouver un associé et ils vont mettre 1 mois à faire un pacte d'associé. Moi, je dis arrête. Alors tu t'arrêtes tout de suite. Déjà, l'agence, niveau marge et tout, tu vas voir, ça va pas te plaire. Ensuite, arrête de faire un pacte d'associés. Bosser ensemble et splitter 50-50 et vois comment ça avance. Et après, si tout ça marche et que vraiment tu vas aller dans cette voie, qui n'est pas la voie royale du scaling, go. C'est très juste. Mais d'ailleurs, cette entreprise d'une personne à 1 milliard, elle existe déjà. Vous avez le créateur de contenu Kaby Lame ou Kaby Lame, je ne sais pas comment on prononce à chaque fois. Tu sais, c'est l'Africain italien qui est comme ça. Oui. Ouais, mais c'est un autre concept, ça. Il a été racheté pour son image. Oui, mais alors justement, ça devrait faire frétiller vos papilles. Pourquoi? Parce qu'une des limites claires, et moi je l'attends depuis longtemps, celle-là, l'une des limites claires de notre business model, c'est tu dépends de ton personal branding, ta boîte n'est pas achetable, tu es un clodo potentiel si demain il t'arrive quelque chose, tu vois. Et là, on vient de nous prouver avec cette nouvelle rupture technologique que non, en fait, nos marques personnelles peuvent être rachetées parce qu'elles peuvent nourrir des IA et donc être démultipliées sans votre intervention. Mais bien sûr. Vous êtes maintenant une potentielle entreprise à 1 milliard. Il l'a vendu quasiment $1 milliard, plus de 900 millions, parce que dedans, le deal, c'est
ton image nous appartient, on a un clone IA et on fera tous les futurs contenus sans toi. Pour moi, ça, c'est vraiment un truc de banquier négociateur. De toute façon, il va tout faire pour faire baisser la valeur de ta boîte. Donc, on va te dire oui, personal branding. Déjà, c'est bête, ça, parce ça a été prouvé que si tu veux revendre ta boîte, tu prends un padawan qui te remplace et ça te prend 1 an, 2 ans ou 3 ans à le former. Et puis après, c'est lui l'image du business et tout ça. Par contre, je trouve cet exemple intéressant. Qu'est-ce qui fait notre valeur à tous les 3 et tous ceux qui nous regardent? C'est notre IP, notre propriété intellectuelle. On a un regard sur le monde, on a senti quelque chose, on a une grande idée, un grand mécanisme que les autres ne peuvent pas copier. On peut appeler ça méthode signature aussi. Et je trouve que ça, quand tu l'as compris, c'est ce qui fait ton concept. Et donc moi, c'est le concept de mon média, c'est le concept de mon incubateur, c'est ce qui est au cœur de ma personal brand. Mais qu'est-ce qui est fort? C'est pas Flavie, c'est ce concept-là que j'ai trouvé. Et ce concept, je peux le déposer. Moi, j'ai écrit des livres d'ailleurs aussi pour déposer entre guillemets, juste entériner que c'est moi qui ai un peu développé ça. Et ça se revend bien. C'est le principe des franchises. C'est Irox, c'est Pilates, mais les mecs, ils font une thune. En fait, tout le monde a toujours fait de l'argent. C'est McDo. Oui. Donc qu'on me dise pas qu'un solopreneur peut pas faire ça. Bien sûr que si. Si t'es malin, tu crées ton IP. Mais faut arrêter de penser que les gens achètent du Fabien. Ils achètent la méthode signature que vous avez créée ensemble dans les darons du biz. Et là, faut mettre le paquet pour la faire exister. Parce que trop de gens se reposent sur « Ah ben parce que c'est moi, ça va être une bonne formation ». Ben non, prouve-moi le mécanisme qu'il y a derrière. Et si tu marketes ce mécanisme, je pense que tu peux faire une franchise derrière avec ton business. Moi, Attendez, partons. Imaginons une situation. Ouais. Un jour, vous levez votre café chaud, vous recevez un email et on vous dit Flavie, Fabien, écoutez, on adore vraiment ce que vous faites et nous on a de grands projets. On a acheté Kabilem il n'y a pas longtemps et on aimerait vous racheter vous aussi. Vous allez nous appartenir jusqu'à la fin de votre vie. Tu vas être dépossédé de ton image. C'est lunaire. Tu vas voir Flavie, Fabien faire des trucs. Voilà. On vous donne 1 milliard et on vous rachète totalement. Tu vas buy out et mets ton image. Du coup, tu n'appartiens plus vraiment sur le côté solopreneur, etc. C'est vrai que c'est vertigineux quand même, parce que là, c'est vraiment lui qui a été racheté, quoi. Enfin, en tout cas, dans ce gimmick. Là, on te rachète tout, tu vois. Flavie, le board, Solonation, tout ce qui touche à toi, tu vois. Moi, ce qui est compliqué, c'est que j'ai pas fait ce business dans une logique de buy-out. J'adore ma vie maintenant. Tu vois, je me dis pas, quand j'aurai fait 1 million, quand j'aurai un... C'est 1 milliard. Voilà. Bon, après, 1 milliard quand même. Après, je pense que quand tu es entrepreneur, quoi que tu fasses, tu peux recréer un autre business où tu t'éclates. Ouais. 1 milliard, peut-être, je prends, je sais pas, je fais un autre truc à côté. Non, mais il n'y a jamais personne qui va venir nous voir pour nous donner ne serait-ce que 1 million. Ça n'arrivera pas. C'est un cas. Comment tu te sous-estimes de ouf. Non, mais c'est un cas. Comment on dit, c'est une exception. Le gars, il parle pas. En fait, il a juste un concept à la con qui a marché dans le monde entier. Donc, on peut reprendre, tu vois, ce format. Mais nous. Mais Fabien, nous sommes en 2026. Voilà, regardez, Dust n'existait pas il y a quelques mois. Je ne crois absolument pas Moi, je pense que c'est possible. Si je me projette en 2036, je pense que le niveau de conversation qu'on est en train d'avoir, de qualité, d'expression, sera atteignable par l'IA en vidéo et en audio. Et qu'effectivement, nos marques seront duplicables. Maintenant, la question, c'est pour moi, là, c'est le pacte du diable. Parce que ton image, tu es dépossédé d'une partie de ton âme, même si elle est numérique, même si elle est, c'est de la data. Exactement. Pour moi, je le vois comme ça, une dépossession de l'âme, et j'aurais l'impression d'avoir fait un pacte avec le diable. C'est vrai que c'est tentant 1 milliard. Après, on gagne déjà beaucoup d'argent. Donc, je m'en bats un peu les reins. Mais pourquoi une marque, en gros, achèterait ton image? Mais t'imagines la puissance de l'ingénierie sociale que tu peux avoir. Elle te copie. Mais en fait, on utilise dans une IA, en fait, tout ce que tu as dit sur Internet, tu copies avec un autre gars, tu les fusionnes. Ouais. Alors, j'ai une étude de cas pour toi. Okay. J'appelle Pierre-Édouard Sterrin à la barre. Imagine Pierre-Édouard Sterrin qui pourrait écouter ce podcast. Oui. Il se dit, je vais investir dans la marque Daron du Biz. D'ailleurs, apparemment, il aime beaucoup Maurice. Voilà, en plus, il aime les Maurice. Il investit dans notre marque, dans notre média qui a fait x10 en taille, en réputation et en influence. Pour ceux qui connaissent nos chiffres, si tu fais x10, c'est pas mal. Et donc, du coup, Pierre-Édouard Sterrin, il a une puissance d'influence pour peut-être une partie de nos lectorats qui pourrait influencer d'une manière ou d'une autre pour fléchir, je sais pas, une élection, une marque, un produit, étendre, tu vois, son influence directe. Moi, je pense qu'à sa place, je me poserais la question.
On peut parler à partir de 150 millions. Les élections, c'est délicat. Moi, typiquement, c'est pas des idées que forcément j'aurais envie de soutenir avec ma marque personnelle, mais c'est déjà le cas, le gain d'élection avec des UGC IA. Par exemple, il y a un truc que tu peux acheter aujourd'hui. Tu peux acheter des petites vidéos faites par IA qui disent que ton produit est exceptionnel. UGC, donc User Generated Content, IA. C'est pas cher, hein, c'est genre 10 balles par mois ou 50 balles par mois. Moi, j'ai pas franchi cette ligne parce que je trouve que il y a une forme de mensonge en fait sur le truc. Même si tu pourrais dire, je prends des vrais avis clients et je les fais lire à quelqu'un. Tu vois, il y aurait une façon un peu éthique de le faire parce que les gens n'osent pas se filmer en caméra, ils se sentent moches, tout ça. C'est très difficile de récupérer des témoignages vidéo. Mais bon, bref, ils ont fait. Il y a eu des influenceuses IA, extrême droite et compagnie, ou d'autres partis qui ont inondé les TikTok pour ensuite faire gagner des élections. Après, donc, je parle d'élections parce que là, c'était la petite blague parce que on l'a vu passer sur LinkedIn, mais ça peut être pour aussi vendre tout simplement, massivement un produit. Moi, je pense qu'on ne se rend pas compte de la puissance d'influence que nos métiers et que des petits créateurs de contenu, entre guillemets, comme nous, peuvent avoir, je pense, in fine, à moyen et long terme. Puisque quel sera l'intérêt pour la nouvelle génération dans quelques années de regarder encore une télévision de propagande, une télévision d'État ou de médias old school. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ils pourront choisir leur propagande comme ça, avec nos podcasts respectifs. Ils vont choisir leur petite propagande et surtout, en fait, il y a tellement de sujets d'intérêt qu'il n'y a plus trop d'intérêt d'aller regarder un grand média mainstream. C'est vrai. Alors c'est vrai, ça peut arriver. Parce qu'on prend l'exemple de Pierre-Édouard Sterrin, mais tu prends tout l'exemple des milliardaires, ceux qui contrôlent tous les journaux pour avoir leur propre influence et jouer sur les élections de leur bord. Mais ne serait-ce que dans 20 ans, est-ce que en fait, il ne sera pas extrêmement simple de créer des contenus IA de toute façon? Toi, tu prends l'exemple, je crois que tu as pris l'exemple de la Roumanie, qui avait mis à balle des influenceurs pour jouer sur les élections. Et vu qu'apparemment, c'était pas le bon président qui a été élu, les élections ont été annulées. Oui, c'est ça. Non, c'était pas le bon, les gars. Merde, on attache Flavie sur ces sujets, va être mal à l'aise. Pas de prise d'otage. Non. Mais de toute façon, ça montre autre chose, qui fait que... Oui. Ce que je ressentirais le débat, la politique, ça, on s'en fout un peu, mais je voulais vous donner un cas d'exemple de quelqu'un qui pourrait avoir intérêt à le faire. Mais revenons sur le business. Mais attends, mais pour conclure, juste, c'est vrai qu'on est dans une ère, là, pour le coup, de scalabilité extrême. C'est-à-dire qu'un contenu peut être produit 1 million de fois. Et là, je vois déjà des gens qui se font un peu bouffer par ça. Je redescends de 10 étages, mais... les entrepreneurs qu'on accompagne, par exemple, ils me disent, quand je leur dis, là, tu lances ton bootcamp, faut mettre un peu d'intensité, donc tu vas publier au moins une fois par jour sur LinkedIn pour vendre ton truc. Ah ouais, c'est beaucoup. Je lui dis, non, mais en fait, je crois que tu te rends pas compte. Par exemple, les Américains, ils disent, oui, c'est vrai, c'est pas la peine de poster beaucoup. Un post par jour, ça suffit, parce que les mecs, ils sont à 15 posts par jour. C'est très juste. Donc, celui qui va pas utiliser cette IA pour scaler son propre contenu, pour un peu s'augmenter, mais il va être complètement bouffé. Là, c'est que le tout début. Mais demain, si tu peux faire 100 posts, tu peux en faire 2000 en fait. T'arroses tout et t'es invisible. Et c'est comme ça que Gary Vaynerchuk avait inondé Instagram il y a quelques années quand même. Exactement. Avec un niveau, en fait, à l'époque, il n'y avait même pas l'IA. Je disais, mais comment il fait le déglingo précurseur, parce qu'il y a 10 ou 15 ans, il disait tout le monde sera une société de médias. Ouais, tout à fait. Et lui, il a vite capté. Visionnaire ultime. Mais il s'est fait grand remplacer, Gary. Non, mais j'ai l'impression qu'il est plus dans des modèles d'acquisition, grosse agence, gros partenariat. Je pense qu'en fait, on voit pas ce qu'il fait, et puis il a investi dans des énormes boîtes tech. C'est ça. Énorme, Gary. C'était une IA avant les IA, en fait, ce Gary, quoi. Tellement qu'il avait une puissance de... il y avait combien de reels par jour? C'est pour ça qu'il faut faire de la qualité, mais il faut faire aussi de la quantité. Là, on parlait du volume de podcasts qu'il faut faire dans une semaine. Je ne sais pas combien vous faites de podcasts, vous, par semaine. Pas beaucoup. C'est bien de... Parce les gars, si vous pouvez bouger un cul, le cul, c'est nos liens. Non, mais vos fans, ils en ont pas assez, en fait. Si t'adores les darons du biz, tu vas te dire, putain, j'ai un épisode toutes les 2 semaines, c'est pas assez. Mais Flavie va avoir un dîner de 4 heures. Eh ben voilà, c'est bien. Vous avez deux concepts, ça, c'est bien. Nous, on fait du long. C'est vrai que les gens nous disent, mais qui écoute des podcasts de 1h50, 2h? Beaucoup. Mon mec s'entraîne pour un marathon. Il n'a pas assez de podcasts à écouter. Donc le long, c'est super. Tout le monde veut faire des Aerox, des marathons. Faut y aller. Table 2, 4 heures. Mais moi aussi, en fait, j'aime écouter des podcasts, mais je trouve que tout est plan-plan, tout est un petit peu, un petit peu en surface. Donc, je n'ai pas assez de podcasts à écouter. C'est pour ça, le sans filtre, l'entertainment, les vrais chiffres aussi.
avis à tous les gens qui sont invités sur des podcasts, faut balancer sa réalité, il ne faut pas rester en surface. Moi, je décidais de ne plus communiquer officiellement sur nos chiffres d'affaires, parce que je n'ai pas envie de me faire soulever et couper un petit doigt dans une... Exactement. Oui, non, pas forcément ton chiffre d'affaires ou ton salaire, mais donner vraiment du contexte précis. Quand tu es dans certaines opérations, tu peux le dire. Oui, auprès de nos clients, effectivement, et dans nos lancements, on le fait. Parce que nous, on est toujours généreux, puis on aime bien, puis on connaît bien nos chiffres dans notre secteur. Donc on sait quand quelqu'un dit la vérité ou quand il s'arrange avec les chiffres, puisqu'on les connaît par cœur. Mais c'est vrai que maintenant, on le fait plutôt en off. Ouais, plus en off, je préfère. Parce que, en fait, il y a 2 cas de figure dans lesquels tu arrêtes de communiquer ton chiffre. Un, c'est parce que tu en fais plus. 2, c'est parce que tu en fais un peu plus que tu es imagé pour en faire. C'est ce que j'allais dire. Solitude du chef d'entrepreneur. Ok. Tu as créé le board pour briser la solitude. On dit souvent on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Est-ce que pour réussir en 2026, c'est plus important d'avoir un bon produit ou d'avoir le bon numéro de téléphone dans son répertoire ? Alors, moi, je pense quand même le bon produit, parce que aussi, il y a un mythe que je veux exploser, c'est le côté « t'as besoin de réseau pour réussir ». Oui. Franchement, les gens qui disent « oui, vas-y, je vais te mettre en relation avec les bonnes personnes et tout ». Parfois, c'est des gens qui le font vraiment, mais c'est aussi des gens qui se la pètent un petit peu, qui surestiment leur capacité d'aide, de leur réseau, etc. Moi, j'ai beaucoup vu ça en corporate. Tu sais, le directeur qui se fait embaucher parce qu'il dit « j'ai toutes mes cartes de visite ». Puis tu le prends sur le taf et il te ramène aucun business, en fait, parce qu'il n'a pas les crocs pour aller chercher du new business. Bon, donc ça mis à part, je pense qu'il faut avoir quand même un bon entourage. Il faut être... moi, je me sens pas du tout seule. Je me sens beaucoup plus entourée maintenant que je suis solopreneur qu'avant. Parce qu'avant, j'avais des collègues que j'aimais bien, mais il y en avait aussi des collègues subis, on va dire. Ces collègues ne bougeaient jamais. C'était toujours le même entourage. Ils étaient fixes. Donc, moi, je trouve que les gens t'apprennent beaucoup d'eux dans la première année, peut-être la deuxième année. Puis, au bout d'un moment, il faut changer de manager, changer de taf et tout, parce que tu as pris ce qu'il y avait à prendre. Mais c'est réciproque. Hein. Et moi, les gens à mon contact aussi. Voilà. Donc, moi, je me suis construit un entourage. Et je trouve que c'est pour ça que j'utilise le mot communauté. Donc, j'ai tous mes guests de podcast. Évidemment, au début, j'ai commencé par interviewer les personnes dont j'avais besoin de conseils. Ensuite, quand j'ai voulu avoir un mastermind, au lieu de payer 20 000 balles, j'ai lancé Solo Nation. Donc, comme ça, on peut se rencontrer, etc. J'utilise aussi mes clients. Toujours dans un effet de flywheel, de scalabilité, je me dis... Comment ils peuvent m'aider ? Si tu systématises le truc, ils peuvent laisser un avis client, participer à une opération affiliée, venir faire des lives dans l'incubateur sur leur expertise. Donc, tu vois, moi, je recycle mes invités de podcast en experts. Ils deviennent clients, ils me recommandent. Tu vois, ça fait une sorte de boucle. Donc, ça m'évite de prendre un sales pour vendre mon truc. Donc voilà, non, moi je me sens pas du tout seule. Et après, pour la solitude virtuelle versus physique, parce qu'il y a un peu ça aussi, moi j'ai beaucoup d'activités en ligne, je pense aussi comme vous, j'aime bien quand même, je suis à Nantes, tous les solopreneurs, les freelances de Nantes, je les connais, on va déjeuner ensemble le midi, on va se faire un petit break, on se fait des séjours surf, ou alors on se fait comme ça des trucs hors les murs dans d'autres pays. Et puis on n'en a pas beaucoup parlé, je sais pas si tu en parles beaucoup, si tu es à l'aise là-dessus, mais tu as des enfants, donc ça te permet aussi de profiter de tes enfants, d'être à la maison, d'avoir un mode de vie quand même qui est beaucoup plus souple pour ça. Je suis quelqu'un de très sociable, je fais des trucs avec les parents d'élèves, j'ai des amis, j'ai mes amis salariés d'avant que j'ai gardés. Parce que, félicitations. Il y a le côté, tu disais dans ton podcast, les Josiane, les machins, oui. Au début c'était un peu dur parce que j'étais tellement à fond dans le business et eux ils comprenaient pas, mais maintenant ça me fait du bien. En fait, je pars en vacances l'été, tous les étés on part ensemble en vacances. Ça me fait trop du bien et je pense qu'il faut garder quand même un pied sur terre parce que l'inconvénient du créateur de contenu plus infopreneur, de temps en temps tu t'emballes un peu, tu vois tes chiffres, tu perds un peu le sens des réalités et moi ça manque un petit peu. C'est pas ça la réalité plutôt? Oui, c'est vrai que c'est une réalité. C'est pas ça, être sur terre. Être les pieds ancrés, c'est pas avoir son propre business. Mais t'as raison. Et être libre. En tout cas, pas se laisser prendre des fois un peu dans son contenu qui marche et Alors, et j'ai une autre vision de ça, si je peux te partager ce que j'en pense, parce que du coup, ça fait très longtemps que je fais ce que je fais. Moi, j'ai toujours fait ça. Alors, il y a une part de vérité dans ce que tu dis, mais c'est pas parce que tu as un haut niveau de succès, et je parle pas de moi, j'observe aussi plein de personnes, que tu perds complètement la notion de la réalité. Et puis, il y a plein de réalités. C'est-à-dire que si tu as décidé que ta réalité, c'était faire 10, 20, 30 M, de prendre un jet privé pour aller à Tokyo ce soir si tu en as envie, c'est une très bonne réalité. Et je pense qu'on ne devrait pas se priver de la vivre, parce que demain, ça se trouve, tu vas te prendre un gros bus dans la gueule et fin de l'histoire. Et donc, j'ai souvent, de temps en temps, on a ces remarques
par rapport à ce qu'on dit, etc. Ouais, vous avez quitté la vraie vie, tu vois. Mais en fait, c'est toujours la vie. Alors tu vois. attends, moi je parle pas du tout de ça. Moi je lutte contre la précarisation des indépendants. Parce qu'en fait, on est là, oui, l'entrepreneuriat, on le glorifie, mais la plupart des entrepreneurs sont fauchés. C'est-à-dire qu'ils gagnent moins, ils peuvent pas se payer, après ils liquident leur boîte, ils ont des dettes. Donc au contraire, moi je réhabilite ça. Je dis, attends, si tu peux gagner 300 000 au lieu de 100 000, bah pourquoi se priver ? Oui. En plus, je leur montre que souvent, de l'autre côté du gué, parce qu'il y a un peu ce passage de gué à faire qui est un peu dur, de l'autre côté, leur vie sera beaucoup plus facile. Moi, j'ai plus de temps pour m'occuper de mes enfants maintenant en solopreneur, malgré le temps que me prend mon podcast et tout ça. Il faut savoir que mes enfants, ils ont 6 et 4 ans. C'est un moteur, bien sûr, pour moi d'être solopreneur. J'ai repris le pouvoir de mon temps totalement. Je les emmène à l'école le matin, je les récupère le soir. Alors, ils vont un peu en périscolaire quand même. Ensuite, moi, je vais au sport. Ensuite, je vais déjeuner avec quelqu'un. Donc, tu vois, j'ai beaucoup de temps pour moi. Et je suis plus zen et je trouve que ma vie, elle est bien mieux. Elle est bien mieux que quand j'étais freelance, alors que je gagne plus. Tu vois ? Et donc là, je veux aussi déconstruire le côté injustice. Et vraiment, la vie est vraiment injuste. Tu connais cette courbe que sur un marché, tout le monde se bat pour des miettes en bas. Et je crois que quand tu es dans le top 10%, tu as genre 90% de place pour... voilà. Donc moi, je vise ça. Et d'ailleurs, je suis une des rares podcasteuses freelance à viser le haut du marché. Et c'est pas un jugement de valeur, puisque chacun peut faire freelance 30 000 et rester freelance. Mais moi, je vise les freelances plutôt autour de 100 cas par an. C'est eux qui vont avoir envie d'être solopreneurs. Et du coup, ça se passe super bien pour moi, parce que j'ai personne qui les vise. Donc, je suis arrivée dans un marché un peu vide. Ouais. Et c'est pour ça que ça a fonctionné. Pas encore. Ce que tu dis, c'est intéressant sur... Il y a beaucoup de freelance ou de solopreneurs qui démarrent et puis non, mais moi, je fais pas ça pour faire 1 million. Pourquoi, en fait ? Pourquoi ? Même moi, en fait, quand je viens ici, vous m'avez dit... Okay. Enfin, vous m'avez pas dit ça comme ça, parce que c'était plus élégant. Mais en mots, pourquoi faire que 500 K ? Tu vois, alors que moi, dans mon contexte... 500K, c'est un truc de ouf, tout seul, parce que j'ai pas de pub et tout, donc je suis en organique et tout ça, donc je me disais déjà, j'osais à peine affirmer cette ambition. Ah ouais. Parce que moi, je veux faire 500K vraiment scalable, automatique, non, par an. Et là, je viens ici, mais je fais exprès, je me déracine exprès. Alors même si je suis pas expatriée, je trouve que c'est bien. Moi, je peux pas le faire pour X ou Y raison, mais je pense qu'il faut aller au contact de personnes qui ont des mentalités supérieures, des prises de risques supérieures. T'es pas obligé, c'est pas une injonction. Oui. Il y a des conseils que je vais prendre, d'autres que je prendrai pas, mais ça me fait du bien pour dire, ok, oui, est-ce que c'était un vrai choix ou est-ce que c'était juste un conditionnement ? Et justement, qu'est-ce que tu as appris en venant ici à Maurice, en rencontrant à la fois des entrepreneurs qui sont expatriés comme nous, mais aussi des Mauriciens. Je passe un petit coucou à Emmanuel Mojan, qu'on aime beaucoup, de Smart Traveler. Merci à lui, parce que c'était incroyable ce qu'il m'a aidé à faire. Qu'est-ce que tu as appris de ces gens-là ? Écoute, j'ai appris justement la logique de l'ambition. Je pense qu'ici, ambition et lifestyle se combinent extrêmement bien. Alors, il n'y a pas de trade-off en mode « Ok, je fais 10 millions, mais du coup, j'ai une vie pourrie, je ne vois plus mes enfants. » Et ça, c'est quelque chose à ce à quoi j'aspire. Et après, paradoxalement, j'ai appris à me faire confiance aussi, parce que je vois bien que tout le monde est youtubeur. Je me suis dit, j'ai bien fait de lancer ma chaîne l'année dernière, même si c'était dur, même si c'est encore dur. Quand vous allez voir ma chaîne par rapport à cette chaîne-là, c'est tout petit. Ouais, trop bien ta chaîne. Abonnez-vous. Mais abonnez-vous, dépêchez-vous. Ça me donne confiance. Et puis vous m'avez dit, c'est bien ton concept, go. Cool. Et voilà. Je confirme mon idée que j'aime bien être à la croisée des mondes. Ouais. Je pense que c'est mon côté un peu hyper libertarien, là, sur le coup. J'ai pas envie d'être enfermée dans un modèle. Parce que des fois, j'aurai des phases plus infoproduits. Je viendrai vous voir, vous m'aiderez à faire des challenges là, pour tout exploser. D'autres phases, je serai plus avec Carlos en train de travailler des concepts de podcast. Ouais. Et ça me donne beaucoup de liberté. Ouais, c'est cette plasticité cérébrale, psychologique, appelez-la comme vous voulez, elle est très, très, très précieuse. Et je t'admire pour ça, parce qu'il y a très peu de gens qui sont capables de sortir du corporate world, même pire que le corporate world. Tu as travaillé pour la Poste. C'est quand même... Non, mais là, je veux dire... Moi, j'ai halluciné quand j'ai appris ça. Je suis tu faisais ça. Non, mais jusqu'à le board média sur YouTube. Ouais. Mais franchement, ça, c'est fort. C'est rigolo. Mais on sent que tu as vraiment envie d'aller de l'autre côté. T'as pas encore franchi, là, t'es en train de passer. Parce que nous, tu sais, on avait fait la table des darons avec beaucoup d'influenceurs, entre guillemets, LinkedIn. Et nous, on rigole beaucoup quand on voit LinkedIn. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un microcosme qui est entre eux. Et je caricature à peine en pensant que les mecs, ils ont cru qu'ils avaient inventé Internet. Oui, il y a un peu de ça. Ouais. Et notamment sur les chiffres d'affaires,
Il y a un moment, je parlais à un mec qui était sur LinkedIn et je sais plus comment ça arrive. Et il me dit non, mais il y a très peu d'infopreneurs en France qui font plus d'1 million, quoi. Et le gars, il me dit, allez, il y en a 3. Oh. Il me fait 1, 2. Ah non, il y a peut-être, allez, ça se tient sur une. Allez, peut-être à peine 2 mains. Je fais, mon gars, mais en fait, ouvre mon WhatsApp, tu vois. Déjà, tous les gars que je connais, tu vois, c'est. Les premiers lancements orchestrés à plus d'1 million d'euros en France, c'était 2010, 2011. Je sais pas, je t'ai pas encore là. Oui, ben, en fait, 2026. Tu sais, on dit souvent c'est l'incompétence inconsciente. C'est d'abord, tu sais pas que tu sais pas. Du coup, tu penses que tu as tout compris à la vie. Après, tu sais que tu sais pas. Ah mince. Et puis après, tu progresses. Et après, tu apprends les compétences. Donc voilà, on est dans ce process et on découvre un monde qui était un peu documenté. Et moi, c'est un peu ce que j'essaye de faire avec Solo Nation aussi. C'est documenter ce monde-là, parce que si tu n'es pas dans des masterminds depuis 17 ans, comment tu veux connaître ces entrepreneurs discrets qui font des millions, mais qui ne s'affichent pas toujours? Et je vais te dire un truc, les masterminds se solopreneuriarisent, tu vois, mais vraiment. Hein. Et c'est dur, en fait, de connaître. C'est vrai, des gens qui ont commencé il y a longtemps, honnêtement, tu ne vas pas faire 1 million dès ta première année. Non. Il faut quand même quelques années pour y arriver. Et c'est vrai qu'on est des vieux infopreneurs, quand même. Il y en a quand même beaucoup qui font quand même plusieurs millions. Mais maintenant, c'est un peu caché, tout le monde dans son coin. Tout le monde se connaît un petit peu en off. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus de communication vers l'extérieur. Trop, non. Faudrait faire, non pas qu'on veut fermer, mais parce que honnêtement, nous, on a fait des masterminds. Honnêtement, on n'a plus tellement envie d'aller dans des masterminds où les gens font entre 20 et 30 K à l'année. Et le niveau de croyance, tu vois, pour nous... faut organiser votre propre trip amoriste, là, un peu. Oui, alors on organise une rencontre annuelle avec nos clients. Et après, on voudrait faire ici un mastermind, parce qu'en fait, on a on appelle, alors personne ne le sait publiquement, et donc, du coup, on va révéler cette information. Peut-être on l'a déjà dit une fois, mais on a un cercle très privé ici. On organise ce qu'on appelle le dîner des gens bien. Et en fait, c'est un dîner avec des amis entrepreneurs et investisseurs. Mais c'est des gens déjà qu'on apprécie énormément à titre personnel. Et ce sont tous de très belles success stories. Et donc, du coup, ça nous nourrit énormément. Et on s'est dit, on devrait faire la version mastermind de ça, où avec ses amis, on partage. Parce que vraiment, on apprend tellement de choses. Et ça, c'est vrai que ça nous manque. On aimerait beaucoup. Et puis moi, je suis qu'un bébé encore dans cet univers. En fait, tu vois, moi, il y a 5 ans, j'étais salariée, je connaissais rien au business en ligne et tout ça. Donc, ça fait peut-être que 3 ans que j'ai compris que le modèle, c'était infopreneur. Donc voilà, moi, je reste très humble aussi vis-à-vis de ça. Et je pense que c'est pour ça qu'à la base, mon podcast, il est fait pour ça. C'est pour apprendre des autres avant de faire de la thune, en fait. Tu vois, j'ai d'abord cette logique-là, parce que je pense que quand tu apprends des autres, que tu filtres bien et que tu appliques tout de suite ce que tu apprends, au lieu d'attendre 6 mois avant d'appliquer... Tu vas faire que progresser, ça va être fulgurant. Mais tu as un très très gros potentiel, mais vraiment. Merci, oui, vraiment. Je regarderai cette vidéo pour me motiver en rentrant à Nantes. On a un peu d'expérience, on a quand même beaucoup de clients dans ton profil et on voit assez vite. En fait, on regarde le taf qui est fait, la communauté, le branding, le nombre d'abonnés, le système de vente. Oui. Toi, tu maîtrises tout l'avant-vente, ton système de vente, mais mon Dieu, mais tu le mets sur une rampe de lancement. Oui. Et j'ai beaucoup appris de toi aussi, en très peu de choses. J'ai chopé des trucs, je dis, tu vois, je coche des petites cases mentales, je dis, tiens, ça, il faut que je regarde, tiens, ça met la puce à l'oreille, donc ça, c'est super. Je le redis pour tes auditeurs, parce que c'est vrai que des fois, on est là sur les plateaux, mais en fait, on est comme vous. Tu vois, nous aussi, on regarde des vidéos YouTube, nous aussi, on se parle en off, ah ouais, comment t'as fait telle chose, donc il ne faut pas avoir honte de... voilà. Bien sûr. De ne pas tout connaître. C'est clair. Et justement, ça me permet de te poser une autre question. C'est quoi ta vision dans 5 ans, 10 ans Tu te vois comment? C'est extrêmement dur. Moi, je suis très nulle sur... en fait, je suis visionnaire, je suis créative, mais je n'ai pas de why. Je ne me suis pas dit, faut que je crée... Mais est-ce que tu aimerais atteindre? Il y a des choses que tu aimerais checker? Alors, je suis plutôt chiffre, on va dire. Je me suis dit, il y a 1 million de freelance en France. Tant que le million de freelance en France n'est pas au courant que ce modèle de vente de temps, on peut faire autre chose et tout, je suis dégoûtée. Mais là, j'en suis loin. Mais surtout qu'un million, c'est pas beaucoup. Je pense qu'on tend à doubler, tripler, quadrupler. Ce chiffre va faire que monter, donc je l'atteindrai jamais. Bon, ça, déjà, c'est un premier cheval de bataille, on va dire. Après, ma deuxième obsession, c'est de faire 500 000 euros scalable, organique, annuel. Pourquoi organique? Parce que je voulais, alors j'avais cette croyance en tout cas, que moi, je passe ma vie à faire un truc qui me passionne, le média.
Ensuite, j'ai externalisé toute la post-prod, etc., grâce à mes agents et à mon équipe. Donc, je fais qu'un truc passionnant qui m'amène automatiquement des ventes, etc. Et mon produit, c'est un membership. Donc, c'est 1 200 € annuels. Il y a 70% de renouvellement. J'ai 300 clients dedans. Donc, je me dis, quand j'en aurai 500, ça se renouvelle. Et là, je mets de l'enchantement client dans ce produit. Les gens adorent, etc. Ils se voient tous les vendredis. Donc, je fais un truc que j'adore. Les clients adorent. Ils se renouvellent automatiquement. Ça y est, ça me suffit. Tu vois, en fait, ça me suffit avec zéro contrainte. J'ai pas besoin de prendre de closer, j'ai pas besoin d'apprendre la pub, etc. Mais je me dis, quand je serai prête, là, cette année, j'ai beaucoup appris YouTube. C'était déjà un gros dos. Mais quand je récupère de la bande passante et de l'espace mental pour apprendre une nouvelle compétence, parce que moi, j'adore apprendre, là, je vais peut-être me mettre à geeker sur la pub et le scaling. Et effectivement, une copine américaine me dit, non, mais avec ce que tu fais en organique, mais t'es une déglingo de pas faire de pub. Tu ferais x4 sur ton chiffre d'affaires. Ça, c'est bien une remarque d'Américain. C'est tout. Mais c'est vrai. Mais d'ailleurs, tu fais de la pub. Je me suis fait targeter sur une de tes pubs. Alors, j'ai mis en place juste de la pub sur mon petit produit Agent IA. J'ai fait 10 modèles d'agents IA parce que ça, c'est super en product for prospect. Parce que l'incubateur, tu vois, c'est un membership, c'est difficile à vendre en premier produit. Ouais. Ah, tu crois en la méthode des petits produits, c'est un truc très américain. Enfin, ça, petit, c'est 300 balles quand même. Moi, j'ai pas de produit à 9 €. Ton truc IA, c'est 300 € que tu vends directement en pub. Ouais. Et t'es rentable dessus avec pub direct? Je sais pas, je fais peut-être une ou deux ventes par semaine et je mets 500 balles de pub par mois. Oui, c'est des tout petits budgets. Et tu retargetes que l'audience chaude, j'imagine. Oui, alors je sais pas, c'est quelqu'un qui me fait ça, mais je vous dirai plus tard quand je vais cliquer sur le sujet. Ça marche. J'ai une dernière question pour toi. Si tes enfants ou tout simplement un jeune de 20 ans aujourd'hui vient te voir et te dit « Maman, je veux pas faire d'études » ou « Flavie, je veux pas faire d'études, je veux lancer ma chaîne YouTube et être solopreneur », tu lui dis « Fonce ou passe ton bac d'abord et fais un vrai métier avant ». Je pense quand même qu'on peut faire les deux en même temps, quoi. C'est mon sentiment. Moi, j'étais très bonne à l'école, donc j'aurais vraiment du mal à dire à mes enfants que l'école, ça sert à rien. Ah, t'étais une craque scolaire? Ouais. J'étais bonne élève, mais ma mère était prof de français. Et par exemple, moi, je trouve que les trucs qu'on dit que ça sert à rien, c'est hyper utile pour moi. Moi, je lis, par exemple, que de la littérature classique, des romans, des méga romans méga longs. Je lis ça le soir, ça me fait décrocher, ça m'active mon imagination. Je pense que ça joue, en fait. Mes parents m'ont transmis quand même C'était des classes moyennes, mais ils m'ont transmis un capital culturel qui m'a énormément aidée, on va pas se mentir. Tu parlais de vocabulaire, d'influence, d'être dans les comex, dans les machins. J'aurais jamais pu faire ça si j'avais pas ces soft skills un petit peu. Donc j'aimerais qu'ils développent ça. Après, c'est vrai que tu développes énormément de soft skills dans l'entrepreneuriat aussi. Donc déjà, moi, je dirais, lance ton podcast, lance ta chaîne le plus tôt possible, ça c'est sûr. Parce que c'est un côté très créatif. Donc, je préférais qu'ils créent plutôt qu'ils consomment du contenu. Ça, c'est sûr. Si tes enfants à 16 ans, ils monétisent leur podcast à 50K par mois. Oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est bien, vas-y. Après, ça sera eux qui donneront des cours. Donc, de toute façon, tu leur dis quoi? Va faire une école de commerce? Non, je pense Non, mais je pense que tu as raison. Je pense que je serai devant le fait accompli. Bon, je souhaite que ça se passe comme ça, mais... Passe ton bac? Non, pas sûr. En plus, ça sera moi, ils ont 6 ans, ça sera dans 10 ans. Le monde sera 12 ans. On verra. Le bac Après, ils sont quand même encore, je trouve, là, dans des bonnes écoles, à Nantes et tout. Et c'est un peu encore le côté un peu, je veux dire, tradi de l'école, où ils aiment bien. Moi aussi, j'aime bien, c'est bien. Que moi, j'aimais bien aussi, donc on va voir comment ça Après, ils sont petits. se passe. Ouais, ils sont petits. Mais je suis allée déjà faire un podcast dans l'école, un peu pour prendre des souvenirs en classe de grande section. Et c'était trop chou, ils étaient super contents. La prof était super contente aussi. Attends, t'as eu la prof en podcast? Ouais, en fait, en gros, je suis allée dans la classe et pour un peu donner de mon temps, parce que j'aime bien. Et puis, je me dis, là, c'est les meilleures périodes pour s'occuper d'eux. Et en fait, voilà, on a interviewé tous les enfants. Chacun m'a répondu à des questions. On leur a fait faire une petite chanson. J'ai interviewé la prof et l'assistante aussi pour un peu la valoriser. Elle était trop fière. Il y a des parents qui ont pleuré et tout en entendant les petits. Trop bien. Voilà. Donc Excellent. de temps en temps, je change pas des vies tout le temps, mais cette partie-là, tu vois, c'est cool. Je mets dans moi ma vie pro et perso sont pas trop séparées. Ouais. Voilà. Comme tout bon infopreneur, ce sera la conclusion du podcast. Flavie, merci infiniment d'être passée. Merci beaucoup. Nous voir. Et les amis, abonnez-vous à ta chaîne Le Board Média. Le Board Média, voilà. Et le Board sur les plateformes de podcast pour ceux qui écoutent en courant. Magnifique. Top. À très vite. Merci beaucoup.